Alors, on est prêt? Et action. Je vois beaucoup de filles, c'est un peu caricaturé, mais de filles de 23 ou de 25 ans qui croient que parce qu'elles n'ont pas d'homme, leur vie est presque finie, parce qu'elles se rapprochent de leur date d'expiration presque, et qui se ruent de plus en plus dans des mauvais choix, de prendre le premier venu, qui a un discours de mariage. Elles courent un peu contre la montre. La pression est réelle. Le fait est que la biologie joue un rôle très important dans la psychologie de beaucoup de personnes. Mais à mon avis, je pense que c'est une question à laquelle on accorde beaucoup plus d'importance qu'elle n'en a en réalité. Parce que, on a beau dire, c'est vrai, là, on parle essentiellement pour une population citadine. Je veux dire, l'espérance de vie, elle a quand même pas mal évolué. Il y a la médecine qui s'en est mêlée. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de possibilités qui sont là. Et puis, entre deux extrêmes, de faire un enfant à 15 ans ou à 50 ans passés, je veux dire, il y a quand même un peu plus de 35 ans de vie. Donc, une infinité des possibles. Encore une fois, ce qui est dommage, c'est de vouloir mettre tout le monde dans le même carcan, alors que chacun, peut-être à son heure, chacun devrait pouvoir faire ses choix librement. Et je trouve assez dommage que l'on soit un peu limité par rapport à cela. Mais vraiment, encore une fois, est-ce qu'en tant que femme, on se limite à la maternité? C'est pas que la maternité qu'il y ait un problème avec la maternité, mais est-ce que si, par exemple, il y avait une femme qui faisait le choix de ne pas avoir d'enfant, pourquoi est-ce que ça devrait être un problème? Si c'est son choix, bien entendu. Moi, mon seul souci, c'est de ne pas enfermer les gens dans des petites boîtes. Ouais. Les gens devraient pouvoir faire les choix qui leur conviennent. Donc tout ça, ça fait partie toujours d'un peu du scénario que la société a inventé, de cantonner la femme à ce rôle de pondeuse qui élève et qui fait la cuisine, qui nourrit. Donc pondeuse, éleveuse, nourricière presque. Mais ça va devoir changer. Et prenons un peu de recul. On sort un peu de la société congolaise, on regarde les choses d'un point de vue un peu plus mondial. Aujourd'hui, je me rends compte que l'Occident a une grosse influence sur nous. Surtout qu'on est toujours à la traîne en matière de beaucoup de choses, en matière de développement, de progrès technologique. Ce qui fait qu'on est toujours en train de courir vers eux pour les rattraper. Et on brûle beaucoup d'étapes, généralement, dans tous les domaines. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse pression que l'Occident met sur nous, une pression de paraître, une pression de beauté. Et les femmes sont, je pense, plus sujettes à cette pression même que les hommes. Et ça peut contribuer à cette perte d'identité aussi. Déjà, quand tu parles du fait qu'on est un peu à la traîne et tout, et qu'au finish, pour rattraper tout ce retard, on saute les étapes. Il y a une expression que j'aime bien qui dit « Nous sommes passés de la tradition orale à la 4G sans transition. » Et on arrive à une société totalement hybride, j'ai envie de dire presque chimérique. Donc nous sommes des chimères, un mélange, un agrégat de tout et de n'importe quoi. Et finalement, on ne sait même plus se définir. Alors de savoir, est-ce qu'aujourd'hui l'Occident met la pression sur nous? Je dirais, ils nous ont mis la pression, mais ils y sont allés tellement fort qu'on a oublié même ce que nous étions. Aujourd'hui, par exemple, on considère comme des valeurs ancestrales le mythe de la femme au foyer. Je pense que, je peux me tromper, mais je crains que ce soit l'une des plus grandes fumisteries de toute l'histoire. En ceci que nos grands... Je ne parle pas de nos mères ni de nos grands-mères, mais je parle vraiment de nos aïeuls.
elles n'ont jamais été femmes au foyer. C'était des femmes qui ont toujours été actives. Elles prenaient part à la vie de la cité. C'était des femmes qui produisaient, c'était elles qui ramenaient la nourriture à la maison, qui cultivaient les champs et tout ça. Non, elles n'ont jamais été cantonnées à la cour familiale. Jamais. Et au contraire, c'est un mode de vie qui nous a été apporté, un mode de vie dit évolué, avec un mari, une femme dans leur petite maison avec leurs enfants, et le monsieur qui sort, qui va pourvoir aux besoins de la famille, et madame qui reste à la maison à s'occuper du foyer. Et moi, j'ai un peu ma théorie, c'est un peu la théorie du complot, ça ne va pas plaire forcément à tout le monde, mais je crois qu'on nous a dérobé de notre histoire, on nous a volé une partie de notre histoire, en tout cas on l'a transformée, parce que peut-être au fond, ça arrange le monde, les dirigeants du monde, que nos femmes ne soient plus productives, pour que nos sociétés restent un peu paraplégiques et qu'au fond on ne se développe pas. Parce que, comme tu dis, on a tous ces récits de femmes qui étaient des guerrières. J'ai lu une histoire de la garde royale du Mali de l'époque, qui était composée que de femmes, hein, dans l'Antiquité ou je ne sais pas moi à quelle époque. Du Moyen-Âge, par là, c'était des femmes, donc c'était des battantes. Les femmes n'étaient pas vues comme le sexe faible, forcément. Elles contribuaient de manière égale. On ne va pas quantifier comment c'est égal, mais elles contribuaient à la société. Et aujourd'hui, on nous a dérobé ça. C'est venu avec la colonisation, c'est venu avec l'avènement du christianisme et de beaucoup de choses. Mais on a transformé notre histoire, je pense. Bon, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une conversation avec un historien pour pouvoir démêler le vrai du faux, peut-être aussi les fantasmes que nous avons développés nous-mêmes, mais qui n'en font pas des vérités, et tout ça. Donc, il y aurait peut-être tout un travail d'égalisation à faire. Moi, j'ai un problème avec tout ce qui est faux, en général, parce que je suis personnellement dans une grosse quête d'authenticité, d'identité réelle. Et j'appelle ça un fléau, c'est peut-être pas un fléau, hein, ça a peut-être un autre point de vue, mais j'ai par exemple un problème avec le fait qu'aujourd'hui, systématiquement, toutes les femmes ont de faux cheveux, ont de faux cils, ont peut-être de fausses lèvres, ont un faux maquillage, ont de faux ongles. Je me demande qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui sur une personne. Et je suis donc un des plus passionnés quand je vois ces mouvements de nappisme, hein, si je peux appeler ça comme ça, toute cette culture nappie, de revenir à être tel que Dieu nous a créés. Quand je vois une femme aujourd'hui qui passe les 3/4 de son année avec un visage qui n'est pas le sien, que ce soit ça la norme pour elle et que quand elle décide d'être sans make-up, ce soit ça un vrai challenge qui vaut la peine de nominer toutes tes copines pour les challenger à pouvoir faire la même chose, ça veut dire que c'est un exploit de pouvoir se montrer sous son vrai visage. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de comment ça peut être un fléau peut-être pour notre société? On parlait de l'influence de l'Occident. C'est qu'aujourd'hui, l'influence des médias n'est plus à établir. Et lorsqu'on est branché, chaîne câblée et tout ça, la plupart du temps, quel modèle de femme est-ce que l'on peut voir? Elles ont les cheveux longs et ces cheveux sont lisses, elles sont très minces. Donc des gens comme moi, là, vraiment, donc ça nous ressemble même pas un peu. Donc à la limite, on finirait presque par se détester d'être comme on est parce que je ne corresponds à aucune de ces normes-là. Alors bon, de savoir comment est-ce qu'on redevient nappy, je crois que chaque femme a ses raisons à elle de revenir au naturel. Alors, pourquoi est-ce que, moi, me concernant, je suis revenue au naturel? C'était par accident. Une fois, c'est un défrisage qui a mal tourné. J'ai vraiment été brûlée. Et du coup, j'avais le cuir chevelu tellement sensibilisé. J'ai perdu mes cheveux et tout ça. Et il fallait tout simplement que je laisse mon cuir chevelu reposer. Et tu pourras croire que c'est une blague, mais je suis passée devant un miroir, une fraction de seconde, je me suis dit, cette fille-là me ressemble. Mais c'était moi. Simplement, je ne reconnaissais pas mon visage avec mes vrais cheveux. Et ça m'a choquée. Je dis, à quel point
ai-je pu être distanciée de ma propre personne pour ne pas me reconnaître moi en plein jour face à un miroir? C'est une catastrophe. Et je dirais presque qu'il y a presque une dimension spirituelle, pas religieuse, mais juste spirituelle, une sorte de parcours d'acceptation de soi, de son visage, de sa morphologie, de je suis comme ça. Quelque part aussi, c'est Dieu m'a créé comme ça. Est-ce que, dois-je lui dire qu'il a commis quelques erreurs? Ce n'était pas tout à fait parfait comme œuvre. Mais en même temps, je me trouve assez dubitatif par rapport à toutes ces questions. Je veux dire, ce qui me semble une évidence ne sera pas forcément vrai pour d'autres personnes, en ceci que, comme je disais, chacune est revenue au naturel pour différentes raisons. Et puis, mais qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que moi, par exemple, non seulement j'ai les cheveux crépus, mais en plus, je cumule, j'ai les cheveux gris. Il y en a qui vont te dire « Ah, mais j'adore tes cheveux. Ah, mais tu ne voudrais pas faire une teinture ?» Alors, je veux dire, donc mes cheveux, oui, c'est vrai, ils ne sont pas défrisés. Mais si je les teins, est-ce que je serai toujours naturelle? Est-ce que si je fais un tissage, si je mets des mèches ou je ne sais trop quoi, des rajouts, des extensions, est-ce que je suis toujours naturelle? Là, par exemple, je suis maquillée. Mais quelle est la limite dans le maquillage? Est-ce que si je mets juste du crayon et du brillant à lèvres, est-ce que oui, ça c'est acceptable? Ou bien si je mets une tonne de fond de teint que je rajoute, c'est quoi la limite? Mais moi selon moi, c'est que à la base, le maquillage, tous les rajouts, je les trouve acceptables quand ça va dans un sens d'embellir soi-même. Mais dès que ça devient se transformer au point qu'on n'est plus capable de se reconnaître dans le miroir, il y a des femmes à qui tu n'oses pas faire la bise parce que tu as peur de les défigurer, tu as peur de partir avec 6 couches de fond de teint. À ce point-là. Mauvaise langue. et pour moi, c'est surtout ça, c'est d'oublier qui on est et de se cacher derrière une représentation qu'on se fait. Pour moi, c'est symbolique d'un mal profond qu'on a mais qu'on n'arrive pas à soigner. C'est ainsi que j'ai parlé de parcours spirituel. Pour moi, c'est une question comment on dit, de développement personnel. Oui. Une question de développement personnel, de s'accepter réellement, pour de vrai. Pas une attitude ou un masque virtuel que l'on peut porter face aux gens, mais être vrai face à soi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Et est-ce que tu t'acceptes pour de vrai? Surtout que les seuls modèles que les jeunes filles ont, par exemple, en la matière, c'est l'élite, les célébrités occidentales et américaines, qui ne sont pas forcément de vrais modèles humains, parce que c'est des gens qui ont leurs problèmes, c'est des gens qui n'arrivent peut-être pas à trouver les solutions de leur vie. Rien de plus fake que les téléréalités, qui n'ont rien de réel. Ce que je déplore quand même, c'est que nos jeunes filles, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas de modèles, de vrais modèles. Et je remarque que même comparativement aux hommes, les garçons se parlent entre eux, les garçons ont des vieux qui prodiguent des conseils, mais j'ai l'impression que les filles sont très seules parce qu'elles n'ont pas confiance en leurs copines, elles ne s'ouvrent pas forcément à des aînés, mais aussi parce que la société n'a simplement pas de modèle auquel on peut s'identifier. Et ça fait que je trouve que les jeunes filles sont très seules dans leur bulle, dans leur monde. Et elles doivent se démerder toutes seules avec leur propre expérience de la vie. Et c'est plus lent, je pense, de faire les choses seules que de les faire en bénéficiant de plus. Je te dirais que oui, tu as raison, mais je rajouterais un mais. En ceci que c'est pas qu'il n'y a pas de modèles. Des modèles, il y en a, mais ils ne sont pas identifiés comme tels. Ils ne sont pas identifiés comme étant des rôles modèles et surtout ne sont pas présentés au public. Donc, aux cibles, donc les jeunes filles, ne sont pas présentées comme telles. Parce que des modèles on parlait tout à l'heure de la conciliation, peut-être de la vie familiale avec la vie professionnelle. Des modèles de réussite, mais ils sont pléthores, on en connaît. Mais est-ce que elles ont eu cette opportunité de partager leur expérience avec des personnes qui peut-être ne les connaissent pas et qui seraient tellement émerveillées de se dire « c'est possible, c'est faisable, on peut le faire » et
il y en a plusieurs et chacune a son histoire, chacune a son parcours. Et il y a tellement de belles choses qui peuvent être dites, des femmes accomplies tant sur le plan personnel que professionnel, dans différentes filières, avec de très belles histoires. Donc je crois qu'on a juste besoin de raconter ces histoires et que ces histoires soient connues et soient entendues. Donc, plus de conversations. Coupé.